Je m'appelle Lamia Samueli et je suis présidente de Sea Shepherd France et je suis aussi co-directrice de Sea Shepherd Global. Donc je travaille sur des campagnes nationales et internationales de Sea Shepherd, qui est une ONG de défense de l'océan, de la vie marine. Je me suis engagée avec Sea Shepherd en 2005 suite à ma rencontre avec le capitaine Paul Watson qui était de passage à Paris. Ouais. J'ai cofondé l'antenne française en 2006. Donc voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Après, j'attends pas grand-chose des gouvernements en tant que force de proposition ou de locomotive. Ça viendra pas d'eux. Et sur les problématiques auxquelles on est confronté, nous, il y a cette nécessité aussi de faire changer les lois. D'accord. Sauf que les politiques ne prendront les décisions que s'il y a une pression de la société civile. Sur certains cas particuliers, ça peut marcher, mais je pense qu'il faut plus que ça. L'influence des lobbies, on y est directement confronté. Nous, on a les comités des pêches qui sont comme cul et chemise avec les ministères, qui en fait font la pluie et le beau temps, qui tiennent les manettes, en réalité, bien plus que le ministre lui-même. Et jusqu'à présent, on a un lobby très influent, avec un gros pouvoir de nuisance, c'est-à-dire que les pêcheurs, s'ils sont pas contents, ils te bloquent les ports, ils te paralysent l'économie et le gouvernement cède quasi systématiquement. D'accord. Et de l'autre côté, on a des gentils écologistes qui demandent s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien faire attention un peu à ne pas tout zigouiller tout de suite, et donc dans le pire des cas, vont lancer une pétition ou vont faire un communiqué de presse qui sera chassé par la prochaine actualité. Et donc, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'aime bien le modus operandi de Sea Shepherd. On est sur le terrain, on prend des images qui sont cachées, on prend des risques. Ça fait forcément parler dans les médias et ça interpelle l'opinion publique. Parce qu'on va au charbon, en fait, on fait des choses que personne d'autre ne fait sur la question de l'océan, en tout cas. C'est Paul Watson qui dit une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour que cette baleine ne soit pas harponnée, là, ça devient une histoire. Okay. Et le fait qu'on soit en première ligne et qu'on fasse autant d'efforts et qu'on prenne autant de risques pour défendre la vie marine, ça laisse pas les gens indifférents, ça met le sujet sur la table et du coup ça crée une pression au niveau politique qui est indéniable. Est-ce que c'est suffisant ? Non, je crois pas. Je pense que on est face à un lobby et à un système qui est bien installé, qui est assez puissant. Et en fait, ce qu'on a appris, nous, avec le temps, c'est que justement, tout ça prend du temps. Et sur la question des dauphins, par exemple, qui est emblématique en France, puisque la France est le pays européen qui tue le plus de dauphins, et un des pays qui en tue le plus dans le monde, il y a un petit marché noir de viande de dauphin. On a diffusé une vidéo d'un dauphin en train d'être dépecé sur un bateau de pêche. Mais ce qui tue les dauphins en France et dans le monde, c'est la pêche. C'est des bateaux qui pêchent les poissons, qui terminent dans les assiettes des gens, parce qu'il y a une énorme demande en poissons. Et donc, il y a des méthodes de pêche pas du tout sélectives qui ont été mises en place, qui ratissent et qui prennent tout. Et les dauphins meurent par milliers. Aujourd'hui, la première menace qui pèse sur l'océan, sur la vie marine et sur les mammifères marins, donc dauphins, baleines et phoques, c'est la pêche. C'est la pêche, c'est notre appétit en poisson. Là, on est vraiment face à un lobby qui est extrêmement fort. C'est des milliards d'euros de subventions européennes qui sont injectés dans le secteur de la pêche, qui permettent de maintenir artificiellement cette activité qui, en fait, ne serait pas rentable si elle n'était pas subventionnée. Donc, on marche complètement sur la tête. Et en fait, on finance et on maintient artificiellement une surcapacité des flottes de pêche à pêcher toujours plus loin, toujours plus profond les derniers poissons. Il y en a qui mangent des poissons comme ils mangeraient des carottes. Ils ne se posent pas la question, tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Effectivement, on va au sushi bar, on commande des sushis. C'est un automatisme. Et puis, il y a ceux aussi qui sont ancrés dans leurs habitudes et qui n'ont pas envie d'en déroger.
Et tu vois, autant on parle assez facilement de la pollution plastique et du fait qu'il faut interdire le plastique à usage unique. Tu trouveras personne aujourd'hui pour défendre les pailles dans les boissons, hein, tu vois, tout le monde est prêt. Et pourtant, et quand tu parles d'arrêter de manger du poisson, là, les gens commencent à tiquer. Là, on commence à parler d'écologie punitive, d'extrémisme trop radical, etc. Alors que c'est la seule solution, en fait. C'est la seule solution. C'est la solution la plus efficace parce qu'aujourd'hui, ce qui menace le plus l'océan, c'est la surpêche. C'est la pêche même. C'est pas la pollution plastique, même si c'est un gros problème la pollution plastique. Hein. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu vois, même par rapport à la pollution plastique, 70% des macro-déchets de plastique dans l'océan, ce sont des résidus d'engins de pêche. Ça n'a aucun sens de refuser sa paille en plastique si tu continues dans son cocktail, si à côté de ça, on mange des poissons. C'est même plus que diviser par 2 ou par 3, parce qu'après, tout dépend de combien tu manges de poissons à la base. Mais tu vois, si on prend par exemple les recommandations de l'OMS, ils recommandent, hallucinant, ils recommandent 2 portions de poissons par semaine. C'est quand même aberrant, parce que c'est quand même une organisation officielle, mondialement reconnue, qui donc suggère ça. Oui, bon, elle est polémique, elle fait pas l'unanimité, mais elle a une autorité. Et c'est complètement irresponsable que de préconiser de manger du poisson 2 fois par semaine, sachant qu'en fait, si tu appliques ça à l'ensemble de la population humaine, on atteint le double de ce que l'océan contient en poissons. Et je ne compte pas les dauphins, les requins, les baleines qui ont besoin de tout ça aussi. Hein. Ils sont complètement déconnectés des réalités, complètement à côté de la plaque. C'est possible, mais bon, l'OMS n'est pas censée être à la solde du lobby de la pêche. Après, qu'on leur ait soufflé à l'oreille de recommander, ça c'est tout à fait possible, même c'est assez plausible. En fait, ça suffit pas de manger moins de poissons, parce qu'on est de toute façon trop nombreux. Ce qu'il faut, c'est qu'un grand nombre d'entre nous arrêtent de manger du poisson. Parce qu'il y a suffisamment de poissons pour une alimentation de subsistance. C'est-à-dire qu'il y a assez de poissons pour ceux qui en dépendent vraiment. C'est des populations en Afrique, dans certaines régions où la terre peut être aride et où effectivement les poissons sont une denrée, une ressource en protéines qui est difficilement remplaçable. Mais c'est pas du tout le cas pour nous. En Occident. En fait, c'est pas le cas pour l'écrasante majorité de gens qui mangent du poisson. L'écrasante majorité de gens qui mangent du poisson pourraient très facilement s'en passer. Aujourd'hui, la pêche de subsistance, ça représente 3 millions de tonnes par an. On est, au niveau de la pêche mondiale, autour de 120 millions de tonnes. Ce qu'on essaye de nous dire, de nous vendre, mais y compris les ONG, les ONG environnementales, qui sont très très frileuses à l'idée de de tacler à ce point la pêche, ils nous vendent leur petit guide là, de poissons, d'espèces sur liste verte, liste orange et liste rouge. Et voilà, et on encourage les gens à manger plutôt des poissons de telle saison, de telle espèce. Sauf qu'en fait, on est tellement nombreux que même si on choisissait tous des poissons de la liste verte, mais ils passeraient au rouge demain matin parce qu'on est trop nombreux. À un moment donné, il faut être un petit peu sérieux, en fait. Le problème est tellement grave, la situation est tellement avancée en fait vers l'effondrement, parce qu'on est vraiment dans un effondrement. Il n'est pas devant nous l'effondrement, on est déjà dedans. Là, ce qu'on essaye d'anticiper, d'éviter, c'est des seuils de non-retour pour les dernières espèces qui restent à sauver. Et donc, quand on prend ça en compte, ça veut dire qu'en fait, il faut juste qu'on soit très nombreux à oublier le poisson, à le retirer du menu, en fait. Il faut qu'on réduise au niveau de l'expansion démographique parce que sinon, en fait, ça nous rend de toute façon complètement tributaires du pétrole pour tout ce qui est agriculture, ça permettrait de nourrir autant de personnes. Si on tient aujourd'hui, c'est parce que toi, tu le sais très bien, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont dans des pays en Afrique qui sont très en dessous de l'empreinte écologique qu'on peut avoir nous dans les pays développés. Donc puis ces gens-là légitimement aspirent à vivre comme nous, croyant que c'est ça le bonheur. Bien placé pour savoir que ça ne l'est pas. Sauf que c'est quand même à nous de commencer par réduire notre empreinte pour dire aussi aux autres que ils n'auront jamais accès
au modèle de consommation dans lequel on est nous, parce que c'est absolument pas tenable, c'est injouable, et ça c'est un fait. C'est pas tant qu'il faut arrêter d'avoir des mômes, c'est que déjà, quand on sait qu'on est sur une planète aux ressources finies et qu'on a un modèle de développement, enfin de vie, de consommation qui est pas tenable, de facto, je pense, ça devient du bon sens, on va pas faire cinq gamins. Ça coule de source. Après, il y a une forme d'ambiguïté dans le sens où si les gens qui ont conscience de tout ça, de ces limites, qui sont dans le respect de la nature et des générations futures, s'ils arrêtent de se reproduire complètement, on laisse le monde à ceux qui s'en foutent complètement, qui vont faire autant de gamins qu'ils veulent sans même y réfléchir, et à qui ils vont absolument pas transmettre des valeurs de respect du vivant et de la nature. Le seul moyen de réduire au maximum son empreinte sur la planète, c'est de ne pas naître. À partir du moment où on est là, on a une empreinte. L'objectif, je pense, c'est d'essayer de la compenser le plus possible. Tu sais, en fait, on dit qu'il faut laisser une belle planète à nos enfants, mais je pense qu'il faut aussi laisser de bons enfants à notre planète. Et c'est en ça que je pense que les gens qui s'engagent ne devraient pas non plus tous être vasectomisés ou je ne sais quoi. Ce que j'aimerais, c'est qu'on retrouve notre place au sein du vivant, parmi les autres espèces, et qu'on arrête de se croire au-dessus de tout et qu'on peut tout exploiter, tout dominer, tout piller et que ça nous est dû. Ça, c'est vraiment insupportable. De toute façon, si on ne comprend pas que ça doit s'arrêter, on va disparaître. Et pour le coup, ce qui me ferait le plus de mal, c'est qu'on ne sera pas les seuls à disparaître, et surtout on n'est pas les premiers à disparaître, puisqu'on pousse vers l'extinction, la disparition bien des espèces avant nous-mêmes. En fait, ça dépend des endroits. Effectivement, il y a une forme de résilience où on voit que quand on arrive, c'est tellement rare malheureusement, mais quand on arrive à protéger efficacement certaines zones qui sont restreintes, la vie revient. Dans le même temps, il ne faut surtout pas croire que ça suffira, parce qu'il y a des seuils de non-retour sur pas mal d'espèces, et notamment sur les poissons. Il y a un cas emblématique, un cas d'école, c'est la morue de Terre-Neuve qui s'est effondrée en 1992. Quand on lit les récits historiques, en fait... Il disait qu'on pouvait traverser l'Atlantique de la France au Canada sur le dos des morues, tellement il y en avait, et que c'était un vivier inépuisable. Elle n'est pas revenue. Pourquoi ? Parce que en fait, l'océan, en fait, c'est pas compartimenté. Donc, on décide en 92 de faire un moratoire. Qu'est-ce qui se passe ? Les bateaux, ils continuent à aller sur la zone, ils continuent à pêcher, ils pêchent les dernières petites morues alors qu'il y a un moratoire, ils les rejettent. Et puis surtout, aussi, il y a une notion qui est propre au cycle de vie en fait des poissons, c'est-à-dire que les morues, quand elles sont bébés, elles se font manger par les proies des morues adultes. Donc tu n'as plus de morues adultes. Du coup, les prédateurs des bébés mangent les bébés, et puis voilà, tu as un cercle vicieux qui fait que même si tu arrêtes officiellement la pêche, tu as atteint un seuil de non-retour qui fait qu'elle ne reviendra plus. On avait prévenu en fait le gouvernement canadien que ça allait se casser la figure, et le gouvernement canadien répondait qu'il avait les meilleurs scientifiques sur le coup et que le stock de morues se porte très bien, et voilà. Tu vois, c'est important en l'histoire de l'humanité de se souvenir de ce qui s'est passé pour ne pas répéter les erreurs. Et en matière de vie sauvage, on n'a pas cette mémoire-là, et donc on ne sait même pas ce qu'on a perdu. On ne porte pas le deuil de tout ce qu'on a massacré auparavant. Sur la façade atlantique française, les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines. Je ne sais pas si tu imagines. Aujourd'hui, quand il y a une baleine qui se rapproche de la côte, il y a un article dans la presse locale. Il y avait des saumons et des marsouins dans la Seine. L'océan qu'on essaie de sauver aujourd'hui, mais la planète, elle n'est déjà plus que l'ombre de ce qu'elle était. Et déjà, avoir ça en tête, je pense que c'est important pour se rendre compte à quel point on est déjà dedans depuis longtemps. Par exemple, rien que d'ici à 2050, les Nations Unies estiment qu'il y aura entre 250 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça peut donner en termes de tension et de guerre. Quand on voit les effets que le changement climatique peut avoir sur les rendements agricoles,
On peut, je pense, éviter le pire, effectivement, revenir à plus de sobriété, à changer de système, arrêter d'indexer le bonheur sur le PIB, si on comprend suffisamment rapidement qu'il faut inverser la tendance et que donc on n'est pas atteint des points de non-retour. Les points de non-retour, ils sont atteints sur pas mal de choses déjà. En fait, là, ce qu'on essaye de faire, c'est de sauver les meubles, de limiter la casse, mais la casse, il va y en avoir. Je suis pas du tout déprimée, tu vois, et je trouve que le combat est extrêmement stimulant. Passionnant, moi c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est avec quoi je m'endors le soir et c'est un moteur incroyable. Par contre, je ne veux pas me leurrer sur ce qui va se passer et je sais qu'on est dans une course contre la montre pour sauver ce qui reste à sauver, parce qu'on a déjà énormément perdu, des choses qu'on ne récupérera pas, mais ce qui reste à sauver aujourd'hui vaut la peine qu'on donne tout pour le sauver. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une partie de campagne et à ce que finalement on évite la bataille et on évite la douleur parce que ça va faire mal. Il y a un combat à mener devant nous. Je ne trouve pas ça déprimant. Je ne pense pas être particulièrement pessimiste en le disant. J'essaie d'être réaliste. Et je me méfie aussi de l'excès d'espoir. Parce que se dire que finalement, il y a encore temps et on peut tout sauver. Et je pense que ça peut être dangereux aussi et surtout, c'est pas réaliste. Là, il y a des choses qui sont condamnées, il y a des choses qui sont encore là aujourd'hui, dont on sait qu'elles vont disparaître. Il faut se battre pour en sauver le plus possible et pour que finalement, même s'il va y avoir de la douleur, qu'on y survive et qu'on essaye d'en sortir plus fort. Et je trouve ça extrêmement motivant. On est une génération particulière parce que c'est dans les 10-20 ans à venir que se joue vraiment l'avenir de l'humanité. C'est le plus gros défi qu'on ait jamais eu à relever. Je pense pas qu'on puisse être vraiment en paix avec soi-même quand on est dans le déni comme ça. Quand tu agis à ton échelle, c'est le meilleur antidépresseur possible en fait. Et ça ne veut pas dire que tu n'as plus peur d'ailleurs, hein, parce que effectivement la peur peut être un moteur. Moi, il y a des moments où j'angoisse vraiment. Bon, encore une fois, c'est pas quelque chose qui me paralyse. C'est un moteur supplémentaire. Ceux qui jouent la politique de l'autruche ou ceux qui sont dans le carpe diem, profitons-en le plus possible tant que c'est encore possible. Moi, j'aimerais pas être dans leur tête en tout cas. J'ai une vision biaisée parce que moi, je suis très entourée par des gens qui pensent comme moi. Et la plupart de mes amis pensent comme moi, ils sont engagés. Étrangement, c'est dans ma famille qu'il y a le moins d'engagement. Non, ils respectent mes choix. Et en même temps, même si je mange pas de poisson, que je mange pas d'animaux, je suis pas chiante pour autant et je leur fais pas la morale. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, le minimum vital, c'est d'avoir quand même des gens qui, même s'ils sont pas à fond comme moi, qui en tout cas comprennent et respectent mon engagement. Et c'est pas possible avec des gens qui ne comprendraient même pas en fait l'enjeu. Je peux comprendre qu'il y a des gens à qui ça parle, mais qui se sentent pas de buter à ça tous les jours. Hein. C'est le cas de gens qui sont très proches de moi, mais qui par contre comprennent et respectent et se disent pas mais c'est cette chiante d'écolo qui bouffe pas d'animaux. Clairement, j'ai pas ça dans mon entourage. J'ai du mal à décrocher. Hein. Je suis un peu monomaniaque. Hein. C'est sain de pouvoir décrocher de temps en temps pour se rafraîchir la tête et puis faire des choses un peu pas forcément légères, mais qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mais pour moi, c'est littéralement une drogue en fait, parce que j'adore ce que je fais, parce que j'ai pas le sentiment de travailler. C'est à peu près le même combat dans le sens où ce qui détruit la planète et ce qui fait qu'on exploite et qu'on torture à ce point les animaux plante plutôt ses racines dans le même terreau que ce qui exploite l'humain et les plus faibles d'entre nous. C'est vraiment la même chose. Et je pense qu'il faut surtout pas faire l'erreur d'opposer les deux combats. C'est vraiment la même chose. Ça découle de cette idée qu'on peut exploiter, détruire le plus faible. La croissance telle qu'on la pense en Occident et dans les pays développés, c'est un truc qui est complètement
complètement dévoyé et qui ravage à la fois les écosystèmes, les animaux et les humains. Vivre bien, c'est pas toujours gratter plus de points sur le PNB chaque année. Et je crois pas que ça aille dans l'intérêt de qui que ce soit, y compris des classes sociales les moins aisées. Ce qu'il faut, c'est que chacun revoie à la baisse sa consommation, mais on gagnerait autrement ce qu'on perd en matériel et en consommation. Et on le voit bien en plus, les pays où la croissance est la plus forte ne sont pas forcément les pays où les gens sont le mieux, ou vivent le mieux, sont le mieux dans leur tête. Et vouloir exporter ce modèle-là comme le Saint Graal, c'est complètement dingue. Si tous ceux qui ont arrêté de manger du poisson pendant le confinement pouvaient rester sur leur lancée, si ça peut leur faire prendre conscience à quel point en fait c'est pas si terrible en fait de plus manger du poisson, parce que l'impact positif pour l'océan il est tellement important que ça en vaut clairement la chandelle. C'est le meilleur service qu'ils puissent rendre à l'océan. Mais là, ça serait plutôt au niveau des États, mais arrêter de subventionner l'agriculture intensive et la pêche. Aujourd'hui, le plus gros impact qu'on a sur la planète, très clairement, il passe par notre assiette. Et c'est à la fois quelque chose d'intime, de personnel, parce qu'on choisit ce qu'on met dans son assiette, et en même temps, ça a un impact sur absolument tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a cet adage qui dit qu'un végétarien qui roule en 4x4 pollue moins qu'un omnivore qui roule à vélo. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Mais encore faut-il comprendre les enjeux et accepter aussi de revoir ses habitudes. Et c'est pas si simple, en fait. Aujourd'hui, on n'a pas élu un gouvernement qui nous avait promis un programme d'écologie radicale ou quoi que ce soit. Donc, il est cohérent, le gouvernement. On n'a pas voté pour ça. Donc, à nous aussi de donner les conditions pour lesquelles on mettra notre bulletin de vote au nom de tel ou tel candidat. Et si on ne le fait pas, ça n'arrivera jamais. Parce qu'encore une fois, au niveau politique, on est dans des échéances électorales à court terme. Donc, le politique... le ou la politique qui va prendre des décisions courageuses en matière environnementale ne va pas en récolter les lauriers parce que les effets bénéfiques, ils vont pas arriver dans 2 ou 3 ans. Ça va être à plus longue échéance. Donc, il faut qu'ils se sentent soutenus à ce niveau-là par les citoyens aujourd'hui, soutenus ou qu'ils sentent la pression. Les deux marchent, les deux leviers marchent très bien. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, s'il veut être élu aujourd'hui, il faut qu'ils prennent des décisions qui a priori peuvent sembler impopulaires. On a un site internet, donc seashepherd.fr, sur lequel on peut faire des dons, puisqu'on n'est absolument pas subventionné, on ne dépend que des soutiens privés. Souvent, on me demande où est-ce qu'on peut faire pour aider Sea Shepherd. Bon, hormis les dons, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Posez-vous la question, est-ce que le poisson qui est dans votre assiette est essentiel à votre survie? Non, il ne l'est pas. Bon, laissez-le dans l'océan. C'est vraiment la meilleure façon de nous aider et surtout la meilleure façon d'aider l'océan.